All rise. Voulez-vous lever? Please be seated. Merci de bien vouloir vous asseoir. Bien, nous allons donc reprendre avec le programme tel qu'établi. Tout d'abord, le conseil de M. Stanicic qui aura 20 minutes pour répliquer. Et ensuite, eh bien, nous procéderons avec la défense de M. Simatovic. À nouveau, j'aimerais vous rappeler, si cela est nécessaire, de bien vouloir parler lentement et de ne pas hésiter à faire des pauses. Cela sera plus simple pour l'établissement du transcript. C'est très important que vous puissiez respecter cette règle. Bien, nous reprenons donc à 15h55. Monsieur Georgiash, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons enfin une reconnaissance de l'accusation que l'élément moral d'avoir aidé et encouragé est bel et bien la connaissance. Et je pense que mesdames et messieurs les juges, vous verrez dans leurs réponses qu'ils évitent justement d'en avoir une application formelle. Ainsi, nous maintenons tout à fait notre position concernant ce point particulier. Et quant à la tentative de l'accusation d'abaisser les normes d'application de l'élément moral. Alors, l'accusation est correcte lorsqu'elle dit que, au paragraphe 607, la chambre de première instance conclut que Stanicic avait la connaissance et qu'elle avait la connaissance requise. Alors, nous ne sommes pas en train de remettre cela en question, mais je ne comprends pas véritablement quel est l'argument de l'accusation lorsqu'elle réitère ce point. Bien évidemment, nous ne sommes pas en train de dire que la Chambre de première instance n'a pas euh, énoncé cet argument. Nous, ce que nous disons, c'est que les éléments établis pour corroborer cet argument ne sont pas suffisamment euh, forts et établis pour arriver à cette conclusion raisonnable. Donc nous maintenons notre position, l'analyse de la Chambre de première instance ne prend pas en considération les facteurs que nous avons adressés aujourd'hui. Et le fait que l'accusation évite cet aspect de notre requête est aujourd'hui très clair. Nous avons eu aujourd'hui de nombreuses déclarations concernant la connaissance qu'avait Stanicic de la situation, mais aucun de ces éléments n'était particulièrement pertinent. Euh, et donc, je pense que il est assez révélateur que l'accusation euh, considère que euh, il est suffisant euh, pour condamner donc un homme à avoir aidé et encouragé à la participation donc de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'avoir assisté à ces opérations, même si effectivement cette personne n'avait aucune idée de la mise en place de ces opérations, même s'il ne savait absolument rien de ce qui se cachait derrière ces opérations, qui allaient mener à des crimes, même s'il ne savait absolument pas même s'il ne disposait d'aucune information sur la préparation de ces crimes, et s'il n'était pas non plus d'accord avec aucun des auteurs qui ont été en lien avec cette opération, et même si
il ne connaissait aucun des auteurs derrière ces opérations, même s'il ne savait pas non plus que les hommes qui étaient entraînés disposaient d'un passé de criminel, même s'il ne savait pas non plus que la JNA, qui dirigeait véritablement l'opération, avait donc un historique particulier et il ne savait pas non plus que l'unité avait un historique criminel et il ne savait pas non plus donc que les hommes de la SBWS étaient inclus dans cette opération. Par ailleurs, donc il, il ne savait pas non plus que que l'unité disposait donc de cette intention criminelle. Si vous vous concentrez sur la formation, rien dans cette formation et cet entraînement n'a de criminel. Et il n'y a rien qui indique que ces hommes étaient sur le point d'être envoyés pour commettre des crimes. Mais pourtant, d'après l'accusation, tout cela est suffisant pour considérer que Stanisic avait connaissance des crimes qui allaient être perpétrés et qu'il savait exactement ce qui se manigançait. Donc nous ne devons pas être surpris que l'accusation rejette notre présupposé. Alors que nous l'invitions justement à trouver une autre affaire du tribunal, que ce soit donc du TPIR ou du TPIY, qu'il puisse trouver donc une autre affaire similaire qui reprenne exactement les mêmes bases pour une condamnation à avoir aidé et encouragé. Alors, mesdames et messieurs les juges, nous ne devons pas, je pense, nous tromper ici. Nous ne sommes pas en train d'ignorer la ECC, nous ne sommes pas non plus en train d'ignorer le fait qu'il y avait une intention, un objectif criminel commun, et nous ne sommes pas non plus en train d'ignorer la nature des crimes, mais nous sommes simplement en train de dire que ici, nous n'avons pas démontré la connaissance et donc cela ne suffit pas pour condamner Stanisic. Ce dont nous aurions besoin, ce serait d'un lien avec les auteurs, d'un lien établi, d'une connexion factuelle dont Stanisic avait connaissance alors qu'il apportait une assistance. Or, le fait que les opérations de Bosanski-Shamatz répondait à l'objectif criminel commun n'influe pas le degré de connaissance qu'avait Stanisic de ces opérations. C'est la raison pour laquelle nous devons nous pencher sur la préparation, sur l'accord, sur la planification. C'est ainsi que nous pouvons vérifier quel est le degré de connaissance de Stanisic. Or, on ne juge pas le degré de connaissance simplement en évaluant les conclusions d'une chambre de première instance 20 ans après la commission des faits. Nous devons nous concentrer sur le degré de connaissance. Pour reprendre ce que dit l'accusation, en quoi est-ce que la formation ou le déploiement d'hommes devrait nécessairement impliquer un degré de connaissance et d'imaginer effectivement que Stanisic savait que l'impact de son assistance et qu'il était en train d'encourager et d'aider la commission de ces crimes. Tout cela, nous ne savons pas. Nous ne sommes pas en train de dire non plus que le fait d'être éloigné demande d'appliquer une norme ou un degré donc de dureté différent. Mais malgré tout, cette proximité ou ce manque de proximité doit être pris en considération. Plus il y a un éloignement, plus il est difficile d'évaluer véritablement à quel point la personne a encouragé et aidé
et ainsi le problème reste entier. Et cela renforce la probabilité de faire des erreurs de justice. Or, face à cela, l'accusation, tout comme la chambre de première instance, euh, préfère directement présumer de la culpabilité de l'accusé. Alors, certes, la ECC était bel et bien en place depuis 1991, mais ce qui est important, c'est de savoir quel était le lien entre les opérations à Bosanski-Chamatz et la ECC, et quel était le degré de connaissance de Stanisic sur la ECC. Est-ce qu'il s'agissait non pas donc d'opérations menées par les groupes paramilitaires serbes ou l'armée serbe ou la police serbe, et quel était donc le lien avec les différentes organisations. Et il est évident effectivement que ces opérations étaient criminelles. Et si vous reprenez donc le paragraphe 397 du jugement de la Chambre de première instance, il est clair effectivement que Stanisic a joué un rôle dans l'organisation et la formation de plusieurs centaines d'hommes à Golubic. Et au paragraphe 399, la Cour établit une certaine coopération entre le capitaine Dragan dans le cadre justement des opérations de Golubic et de ce camp d'entraînement. Au paragraphe 405, donc la Chambre considère que une unité d'hommes a été créée d'août à septembre 91, mais les faits, en revanche, eux, considèrent, enfin, les faits montrent que ce n'est pas forcément le cas. En tout cas, qu'il ne s'agissait pas forcément d'unité d'élite, comme contrairement à ce que la Chambre de première instance le considère. Au paragraphe 495, la Chambre considère donc que Sejdić a pu aider donc la police de Martic. Il a été prouvé également que Sejdić a participé à l'entraînement donc dans les camps de Pachosh et les Izmir, mais rien de tout cela n'est criminel. Or, on voit bien que Stanisic aurait été capable de participer et de contribuer à des actes criminels, mais rien de tout cela n'est prouvé. Or, l'accusation insiste sur le fait que, eh bien, il puisse jouer un rôle criminel dans le cadre des opérations menées dans à Bosanski-Chamatz. Donc, les arguments avancés par l'accusation sont complètement erronés, et il considère que il est impossible pour Stanisic de participer à quelque activité que ce soit maintenant qu'il y a cette présomption de criminalité. Selon l'accusation, c'était à Stanisic de savoir quelle était la stratégie derrière ces groupes, qu'il était effectivement à la tête d'une force de police secrète, et qu'il avait donc un accès sans entrave aux informations concernant ces crimes. Mais est-ce qu'il avait véritablement des informations concernant les crimes perpétrés à Bosanski-Chamatz? Telle est la question. Or, nous n'avons pas forcément la réponse. C'est la raison pour laquelle, eh bien, l'accusation se réfugie sur la question de la conscience. Est-ce que l'accusé avait conscience du risque élevé? Mais une conscience de risque élevé par rapport à quoi? Il semblerait effectivement que le risque soit... est-ce que l'on doit comparer le risque par rapport à un risque élevé d'opérations non criminelles? En quoi est-ce que le risque est-il élevé? Est-ce que l'on doit aussi comparer quel est le risque par rapport aux auteurs, par rapport aux membres de la ECC, par rapport à la planification, la préparation? Non, ici, dans ce cas-ci, eh bien, la question du risque élevé ne fonctionne pas. Tant qu'effectivement, vous n'examiniez séparément
les actes menés donc à Bosanski Shamat, c'est que vous indiquez quels sont les facteurs de risque. Alors, quelle était donc la probabilité significative que des crimes soient perpétrés? Eh bien, il n'y avait aucun membre de la ECC qui était présent, il n'y avait aucun criminel connu qui était présent. Or, l'accusation considère qu'il y avait donc une probabilité conséquente que des crimes soient perpétrés simplement parce que des Serbes étaient concernés. Mais il s'agit ici donc d'une supposition. La réalité est bien que l'approche choisie par l'accusation permettrait de condamner toute personne serbe qui a participé à toute activité militaire après le lancement de l'ECC. Alors, lorsque l'on définit le fait d'avoir aidé et encouragé, il s'agit avant tout donc de regarder quelles sont les causes, quelles sont les différentes causes qui peuvent expliquer comment est-ce que la personne a pu aider et encourager. Or, comme l'accusation a pu le dire, après avoir déployé les hommes, s'il n'avait pas déployé les hommes, eh bien les hommes n'auraient pas pu commettre des crimes et donc les accusés sont responsables. Alors si on pousse cela à l'absurde, toute activité qui a permis donc d'assister les hommes, quel que soit le niveau. Par exemple, les personnes qui ont accueilli des Serbes dans leur maison à Bosanski Shamac, les personnes qui les ont aidés dans le camp de formation, eh bien, tous ces éléments peuvent être considérés comme une aide et un encouragement dans ce cas-là. Donc, on voit bien effectivement que que toutes les activités menées par les Serbes n'étaient pas forcément criminelles. On voit bien que c'est quelque chose qui doit être considéré par la Cour. Même lorsque vous prenez les opérations d'assistance telles que menées à Sarajevo ou Srebrenica, toutes n'ont pas été jugées comme étant nécessairement criminelles de par nature, et pourtant, eh bien, c'est bien l'approche que choisit d'adopter l'accusation lorsqu'il s'agit donc de définir le degré d'aide et d'encouragement apporté. Et il est tout simplement clair que cela n'est pas justifié. Et pour ce qui est de la peine prononcée, je serai très bref. J'ai quelques points à soulever. J'ai écouté avec une sorte d'inquiétude les arguments de l'accusation, encore une fois avec le mode de responsabilité d'avoir aidé et d'avoir encouragé. Il n'y a pas de considération d'autres affaires, non plus dans leur réponse, non plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils veulent éviter cela. Et nous invitons vous, messieurs, mesdames et messieurs les juges, d'examiner cela avec attention, puisque donc la peine prononcée à l'encontre de Stanisic est exagérée. Au lieu de donc parler de ses affaires, il donc profère des commentaires préjudiciels. P2790 où Stanisic dit quelque chose concernant l'extermination des Croates, alors que au paragraphe 591 du jugement de première instance, vous pouvez voir ce que la Chambre de première instance a conclu là-dessus. Dans un commentaire, je cite donc le libellé extrême, mais il n'y a pas d'autres exemples de libellés similaires en privé ou en public pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. La Chambre de première instance ne peut pas exclure que ce soit agi d'un choix qui n'était pas leur choix des mots utilisés en lien avec l'action militaire possible entre les Serbes et les Croates. Fin de citation. Non pas avec les musulmans, ce qui était la cible des opérations Bosanski Shamac, au lieu d'examiner la jurisprudence. Donc, après 5 ans d'un conflit ethnique ensanglanté, un commentaire que Stanisic a proféré pendant toute cette période-là dans une conversation privée ou même dans une conversation qui était de nature publique
est quelque chose que l'accusation s'approprie pour l'utiliser. Donc cet abus donc inquiète, puisque leurs arguments vu leurs arguments et la durée de la procédure, si quelqu'un considère que la durée de la procédure ne peut pas être considérée comme une circonstance atténuante, il ne s'agit pas du bon droit à appliquer. Donc, juger quelqu'un pendant 20 ans de leur vie et l'accusation dit qu'il ne faut pas que cela soit donc pris en tant qu'une circonstance atténuante, vraiment de ne pas voir ses parents, de ne pas voir son fils, de ne pas être en mesure d'aller aux funérailles de ses parents, c'est un argument choquant. Et il n'aurait pas fallu dire cela, la maladie de Stanisic, qui exigeait de lui d'être assis seulement pendant 2 ou 3 journées dans la semaine. Pendant le premier procès et le deuxième procès, on ne peut pas donc dire que c'est quelque chose qui a fait prolonger le procès. Donc c'est scandaleux. C'est pour cela que je vous invite, mesdames et messieurs les juges, de reconnaître les erreurs que la Chambre de première instance a commises dans ses déclarations de culpabilité et également pour ce qui est de la peine. Et quoi que vous décidiez pour ce qui est de notre appel ou de l'appel de l'accusation, il faut prendre en considération la durée de la procédure en tant que facteur atténuant, puisque 20 ans du procès, ça choque. Merci. La juge Gatti Santana, merci monsieur Jordache. Maintenant, c'est le conseil de défense de monsieur Simatovic. Vous avez 20 minutes pour cela. Maître Bakrach, merci madame la présidence. Mon collègue, estimé collègue, a peut-être voulu donc raccourcir ma réplique. Et il a voulu donc peut-être parler d'autres sujets. C'est pour cela que je ne vais pas réitérer certains points. Nous maintenons nos arguments dans la réplique écrite pour ce qui est de la réponse de l'accusation à notre mémoire d'appel. Et nous invitons la Chambre à nous renvoyons les juges de la Chambre à tout ce qui a été dit dans nos arguments écrits. Nous acceptons bien sûr ces points de vue juridiques que Maître Jordache a présentés. Et justement, à cause de cette différence entre les décisions prises par ce tribunal et vu votre pouvoir de rendre votre décision selon vos points de vue juridiques, j'aimerais demander à la Chambre de ne pas tomber dans un piège consistant à considérer cette donc approche de l'accusation qui est trop large concernant l'interprétation d'éléments essentiels concernant l'existence de l'élément matériel, d'élément moral. L'accusation dit qu'il suffit d'avoir la connaissance des crimes commis, qu'une série de crimes peuvent être commis. Tout adulte, tout homme mûr sait pertinemment qu'un certain nombre de crimes auraient pu se produire dans ce contexte. Bien sûr, si on accepte la thèse de l'accusation, nous pouvons donc rendre coupable au pénal un instructeur qui s'occupait de l'entraînement des personnes au moment où la guerre n'existait pas. Et ensuite, si dans 1 ou 2, 3 mois, la guerre éclate, et si cette personne donc se rend au front, on peut rendre coupable cet instructeur d'avoir aidé la commission des crimes qui auraient pu éventuellement se produire sur le front, puisque ces crimes auraient pu être prévus. Bien sûr, pendant toute guerre, pendant tout conflit armé, nous pouvons supposer que des crimes donc, pourraient être commis. Et c'est pour cela que, par rapport à ce que Maître Jordache a déjà dit, et je ne veux pas répéter cela, j'ai même noté cela, le fait que si on accepte
que Franko Simatovic est responsable de l'entraînement d'un groupe de 50 personnes, 50 hommes, le fait que vous avez accueilli un groupe de personnes pour lequel vous ne savez pas s'il y avait des membres de l'entreprise criminelle commune, pour ces hommes, vous ne savez pas si l'un d'entre eux avait des antécédents criminels, vous ne savez pas non plus si l'un d'entre eux avait déjà commis un crime auparavant, vous ne savez pas des éléments principaux de l'action dans laquelle ils partiront après l'entraînement. Vous ne connaissez pas leur plan. Et d'après la thèse de l'accusation, alors l'élément moral et matériel existe, puisque vous avez pu supposer que dans un conflit armé, dans une guerre, des crimes pourraient être commis et que cet entraînement, ce terrain d'entraînement que vous avez mis à la disposition de ces hommes est votre contribution substantielle ou importante à la commission des crimes. Et selon nous, c'est un piège dangereux auquel nous pouvons être pris. Et dans ce cas-là, il n'y aurait pas de critères selon lequel il n'y a aucun critère pour qui que ce soit concernant de punir qui que ce soit qui aurait pu donner une paire de bottes, par exemple, à ces personnes, ce que Maître Jordache a dit. Et je pense qu'il est très important de faire beaucoup d'attention à cet élément. Et la chambre d'appel doit donc être consciente de cela. Mon estimé collègue a dit que l'entraînement, même si on l'appelle un entraînement spécial ou pas, il ne s'agissait que de la remise en forme. Bien sûr, il ne s'agissait pas de l'aérobic, il s'agissait d'un entraînement, d'une formation militaire. Et une formation militaire, dans la plupart des pays dans le monde entier, dure plus de 2 semaines. Une formation, un entraînement militaire dans la plupart des pays ne comprend pas uniquement la remise en forme, mais également le maniement des armes et également le ratissage du terrain. Mais ce n'est pas un nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique est une notion à part. Et tous ceux qui connaissent la terminologie militaire et qui savent comment on procède à des formations militaires, entraînements militaires, savent que le ratissage du terrain représente une forme légitime de formation pour des activités militaires légitimes. Et toute guerre n'est pas une guerre criminelle. Donc, mon estimé collègue a ajouté qu'il y avait des moyens de frères qu'ils ont été, qu'ils ont appris également à faire des sabotages. Bien sûr que oui, cela fait partie de la formation pour les préparer à participer à des actions militaires légitimes. Elle a ajouté également l'entraînement pour le terrorisme. Je ne sais pas où cela se trouve, mais j'aimerais qu'elle me dise à quel moyen de preuve cela se réfère, qu'ils ont été entraînés pour le terrorisme, et sur quoi cela se porte, puisque cela n'a pas été clairement expliqué, et je vous invite également à rejeter ces arguments. Ensuite, elle a parlé de la réponse de la défense, de la réponse à notre appel concernant la crédibilité de 2 témoins de Todorovic et du témoin RFJ 035. Et je serai bref, j'aimerais attirer votre attention sur cela parce que je l'ai retrouvé. Mon estimé collègue a contesté nos allégations d'appel concernant le témoin Todorovic en disant que dans notre mémoire d'appel, on a allégué que ce témoin a pris la parole à une réunion, et c'est ce que le général Mladic a noté, et que nous avons dit qu'il avait dit qu'avec le général Bojic et avec le
et avec Jeremić Slobodan, il s'est mis d'accord pour envoyer 18 hommes. Et après, c'est corrigé et elle vous invite à constater cette irrégularité dans notre mémoire d'appel. Mais je vous invite à vous pencher à la pièce à conviction P1838, page 258-257, où, et je vais vous lire la traduction en anglais de ce passage, on peut y lire. Je connaissais le colonel Slobodan Jeremić et le général Bajic et j'ai envoyé 18 hommes à Ilok pour l'entraînement. Fin de citation. Donc il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule. Lorsqu'il dit je connaissais le général Bajic et j'ai envoyé 18 hommes, comment interpréteriez-vous cela? Il n'est pas nécessaire d'avoir uniquement une interprétation linguistique dans le système de mon pays, système juridique. Il faut procéder à des interprétations logiques également. L'interprétation logique de cette phrase est la suivante. Il s'est mis d'accord pour envoyer 18 hommes avec Bajic et Jeremić, mais il n'y a pas de virgule, il n'y a pas de point. Deuxièmement, il s'agit de l'interprétation fournie par le général Mladic. C'est lui qui a noté les propos de Todorovic, mais il est évident, en appliquant l'interprétation logique, qu'il s'agissait d'un accord entre Todorovic et ses généraux de la JNA d'envoyer 18 hommes à l'entraînement. Et finalement, mon estimé collègue a parlé de nos allégations d'appel où nous avons demandé que la Chambre se penche sur la crédibilité de témoin RFJ 035 parce qu'il n'était pas crédible. Et concernant un fait décisif, concernant un briefing, il n'y a pas de moyen de preuve pour corroborer cette déclaration. Il s'agit de la seule preuve, du seul moyen de preuve pour corroborer cela. Et selon le droit appliqué par ce tribunal, la Chambre de première instance peut donc se pencher sur cette pièce concernant des faits décisifs de l'affaire. Avec le respect qu'on vous doit, notre défense n'est pas d'accord avec ce point de vue parce que concernant les décisions prises par d'autres chambres qui ont été citées, dans ces décisions, il n'y avait pas le même contexte. Et la Chambre d'appel doit se pencher sur les paragraphes 80 à 88. La défense a parlé de toutes les incohérences et différences concernant le témoignage de ce témoin pendant le premier procès et pendant le deuxième procès. Et également lorsqu'il a donc donné sa déclaration avant le procès. Donc il y a des incohérences et des contradictions. Et il faut vérifier tout cela pour déterminer un fait comme un fait donc prouvé. Il faut vérifier la véracité d'un fait en appliquant d'autres moyens de preuve et nous contestons ce que l'accusation a dit dans sa réponse, à savoir que cette déposition du témoin en tant que seul moyen de preuve peut être utilisé parce que ça correspond à la pratique adoptée par ce tribunal. Nous affirmons que cela n'est pas vrai, en particulier lorsqu'il s'agit du témoin qui n'est pas crédible et dont le témoignage n'est pas cohérent et il a fait plusieurs déclarations de témoins. J'ai encore un point à soulever. Mon estimé collègue a parlé du discours prononcé à Kula en 1997. Les accords de Dayton, par lesquels la paix a été établie sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, a été conclu en décembre 1995.
après à peu près 2 ans par rapport à cette date, une cérémonie a été organisée à Kula. Et nous allons en parler en détail. Lors de cette cérémonie, le président de la République donc il est venu et il y a beaucoup de moyens de preuve qui corroborent cela. Je n'ai pas le temps de réitérer cela. À l'époque, il y avait beaucoup de discours exagérés pour impressionner le président lors de cette cérémonie. Pour cette raison, il ne faut pas accepter ce discours comme une preuve crédible. Et je voudrais contester ce que mon estimé collègue a dit. Elle a dit que Simatovic a prononcé un discours. Notre défense s'oppose à cela. Et il faut dire que Simatovic a lu le discours. C'est très important d'exprimer cela ainsi. Bien sûr, elle a dit qu'il y a un témoin au FS 19 qui connaît ce fait. Il sait que Simatovic n'a pas écrit ce discours. Il était malade à l'époque. Il n'a fait que lire ce discours, bien sûr. Ici est venue la personne qui aurait écrit cela, mais il a nié cela, mais il n'a pas confirmé que le discours prononcé par Simatovic est le discours qu'il avait écrit. Il n'est pas l'auteur du discours. Et merci. Et je m'excuse d'avoir peut-être utilisé plus de temps. Maître Petrovic, avec votre permission, mon exposé ne prendra que quelques minutes. L'accusation a dit aujourd'hui, en parlant de la position occupée par Simatovic, qu'il n'avait pas été déclaré coupable du poste qu'il occupait formellement, mais du rôle qu'il a joué effectivement. Mesdames et messieurs les juges, au paragraphe 351 à 354 du jugement, ce sont les seuls paragraphes du jugement où le poste occupé par Simatovic est analysé. Et ce qui fait l'objet de l'analyse, c'est le poste qu'il occupait formellement uniquement. Il existe 2 raisons à cela. L'accusation cherche à récupérer d'autres éléments relatifs à la responsabilité alléguée de Simatovic pour corriger ce qui figure effectivement dans le jugement. Donc, l'accusation interprète mal le jugement. Elle essaye de corriger le jugement et d'ajouter des conclusions dans le jugement qui n'y figurent pas. Je pense que cela est tout à fait impermissible et je crois que la Chambre d'appel s'en rendra compte. En deuxième lieu, en fermant les yeux sur les arguments présentés au paragraphe 351 à 354, l'accusation ferme les yeux sur une deuxième caractéristique importante du service au sein duquel travaillait Stanišić et Simatovic, à savoir qu'il s'agissait d'un service de la sûreté de l'État qui fonctionnait dans le cadre d'une hiérarchie très stricte. Il est inconcevable qu'il ait pu exister au sein d'un tel service des différences entre un poste occupé formellement et un rôle joué actuellement. C'est ce qui a été établi au paragraphe 324 du jugement par la Chambre de première instance, à savoir que le principe hiérarchique était le principe le plus important qui régissait ce service dans sa totalité. Et si on cherche des écarts par rapport à la hiérarchie officielle, eh bien, cela ne concorde pas, cela ne cadre pas avec les principes fondamentaux selon lesquels ce service fonctionnait. Et un autre point sur lequel je souhaite attirer l'attention, c'est le fait que l'accusation affirme que Simatovic occupait une position élevée au sein du service. Mais, messieurs les juges, ce n'était même pas un niveau relativement élevé au sein du service. C'était le plus bas niveau de gestion qui existait au sein du service. Sur l'échelle hiérarchique, il se trouvait à 7 degrés
au-dessous du niveau du ministre. Au-dessous de Simatovic, il n'y avait que des agents opérationnels. En ce qui concerne le prononcé de la peine, un argument m'a paru particulièrement peu convaincant. Simatovic, dit l'accusation, n'a investi aucun effort pour faire accélérer le procès. Eh bien, messieurs les juges et mesdames les juges, ce n'était pas la responsabilité de Franco Simatovic de faire quoi que ce soit pour accélérer la procédure ou pour la ralentir. Tout ce qu'il avait à faire, c'était de se conformer aux ordonnances et aux décisions rendues par les chambres compétentes en l'espèce. Donc ce n'était pas son rôle, ce n'était pas son devoir de travailler pour que le procès se déroule plus rapidement ou moins lentement. Plus rapidement ou plus lentement. Et puis finalement, en ce qui concerne la durée de la procédure, les juges de la Chambre n'ont pas à décider qui est responsable de la durée de ce procès, qui s'étale désormais sur 20 années. Nous ne demandons pas donc que la responsabilité sur ce point soit établie. Nous demandons tout simplement que cet argument soit pris en compte. Et d'ailleurs, si nous souhaitons chercher des responsables, je commence par l'accusation et je ne vous cite qu'un seul exemple. Le témoin RFJ 017. C'est un témoin dont nous avons attendu la déposition pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il n'y a pas eu d'audience qui ont été tenues parce qu'on attendait le témoignage de RFJ 017. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'un témoin qui n'a pas été cité à la barre dans le cadre du premier procès par l'accusation. Il figurait sur la liste des témoins à charge potentielle, mais il n'a jamais été appelé pour témoigner. Cependant, dans le cadre du deuxième procès, il a été décidé qu'il convenait d'attendre 6 mois pour que ce témoin se présente pour déposer. Donc, les circonstances qui ont amené à ce que ce procès dure aussi longtemps, nous pensons qu'il faut les prendre en compte et les considérer comme une circonstance atténuante lorsqu'il s'agit de prononcer la peine ou une peine à l'encontre de notre client. La présidente, merci, Maître Petrovic. Nous en arrivons à la fin de notre audience d'aujourd'hui. Nous reprenons nos travaux demain à 10h. L'audience est levée.